le round des millénaires, c'est l'opportunité de passer à une croissance exponentielle dans la libéralisation des services, avec des créations de marchés encore insoupçonnés, etc., etc. La diversité des sujets et les intérêts particuliers de chaque pays rendent la préparation de la conférence longue et complexe. De nouveau, les associations s'insurgent contre l'opacité des négociations. En fait, ce sont des comités de conseil en négociation commerciale qui préparent les textes pour les ministères, que ce soit aux États-Unis, en France, dans tous les pays. Ces comités de conseil représentent uniquement les grandes entreprises. Et en plus, il y a des grands réseaux comme Table ronde européenne des industriels, Chambre du commerce international, qui se targuent d'avoir un accès privilégié aux négociateurs. Ils les rencontrent assez souvent, ils élaborent, ils font leurs demandes. Moi, ça me rappelle au moment du GATT, c'est la même chose. C'était le secret, c'était le huis clos des négociations, et les ministres chargés de signer étaient assez peu au courant. Mais la complexité, la sophistication de ces machines à déréglementer que sont les traités de libre-échange réside surtout dans des tonnes, des volumes, des 550 pages de l'autre côté, 20 000 pages d'annexes pour empêcher l'accès au contenu. Et les politiques se trouvent tout balisés dans un jeu dont ils ne maîtrisent plus les règles parce qu'ils ont cédé la règle du jeu à d'autres. Les plus grands investisseurs sont les plus grosses compagnies transnationales. Dans tous les pays, vous trouvez que ce sont les 50 premières firmes en taille qui font plus de la moitié des investissements. Donc, on est en train de faire des règles pour ces gens-là. Ce, je crois, contre quoi nous luttons, c'est une mainmise de quelques firmes. Il ne faut pas quand même oublier que dans les 100 premières entités économiques du monde, 49 sont des pays seulement et 51 sont des firmes transnationales. Que les 200 premières compagnies, ils font un quart de toute l'activité économique mesurée dans le monde, seulement 200 firmes. Mais ils n'emploient pas grand monde. Ils détruisent plus d'emplois qu'ils ne créent. Et nous sommes en train de voir un transfert de pouvoir des gouvernements vers des entités économiques qui ne répondent devant personne. Les gouvernements signent des conventions à l'Organisation internationale du travail, ils ont signé les conventions sur la biodiversité ou sur les changements climatiques à Rio de Janeiro, ils ont signé plein de choses. Seulement, c'est comme des dieux hindous qui ont 14 mains, chaque main ignore ce que fait l'autre. Alors, nous proposons de rassembler tout ça dans une seule main et de dire le libre-échange, d'accord, à condition que soient respectées les clauses sociales, par exemple, refus du travail des enfants, de l'esclavage, refus de la discrimination sexuelle, interdiction de l'interdiction des syndicats, ça fait beaucoup de choses déjà. Écologique, clause culturelle, chaque civilisation a le droit de produire son propre imaginaire. Et puis j'ajouterais simplement clause sanitaire. On voit aujourd'hui des situations aberrantes où les États-Unis veulent absolument exporter en Europe des viandes hormonées alors que la production d'hormones, enfin l'utilisation d'hormones de croissance est interdite en Europe depuis 10 ans. Ceci paraît invraisemblable. Et l'Europe a accepté de payer 200 millions de dollars de dédommagement pour son refus d'importer des viandes hormonées américaines. Donc vous voyez, ces 4 clauses déjà permettraient de mettre de sérieux grains de sable dans le commerce. Et comme le commerce est, de la même manière que les flux financiers, le vecteur de la mondialisation, eh bien, il faut prendre ce train en marche, mais en lui mettant quelques passages à niveau. Ce que nous voulons, c'est, d'une part, pas de nouveaux sujets à l'OMC, et au lieu d'entamer un round qui serait englobant et qui serait à prendre ou à laisser et qui serait bouclé dans les 3 ans, nous disons il faut faire une évaluation de l'OMC. Il faut voir depuis le début quelles ont été les conséquences. Les conséquences pour l'emploi, pour l'environnement, pour les droits de l'homme, pour la santé. Et mettons tout ça à plat. Avant d'avancer, nous croyons qu'il est urgent d'attendre. L'OMC est pourtant bien décidé à lancer le cycle du millénaire à l'issue de la conférence de Seattle.
3000 délégués, 135 pays, 2500 journalistes. Jamais une réunion sur le commerce mondial n'aura suscité autant d'intérêt et de débats. Un comité d'accueil attend tout ça de façon assez intéressée, puisqu'il y a un comité d'accueil sponsorisé par des firmes transnationales, présidé par Bill Gates. Microsoft a donné beaucoup d'argent. Et comme vous savez, qui paye l'addition peut peut-être commander le menu. On peut dire qu'autour de cette ministérielle pour lancer le round du millénaire, les firmes transnationales s'activent. Ils font des campagnes insensées. 26 novembre 1999. 4 jours avant l'ouverture de la conférence de Seattle, 700 associations venues du monde entier organisent un contre-sommet dans la ville de Boeing et de Microsoft. Susan's an American by birth, but she spent most of her life in Paris. She's now president of Observatoire de la Mondialisation. Susan Jordan. Jerry, and thanks to the IFG and all the people who have worked so hard to create this event. This is absolutely fantastic. You've heard of D-Day? Well, this is the Battle of Seattle. So here we've got an adversary, we've got an enemy, which is the whole corporate system. And the objective of that corporate system, whether financial or industrial, is to be able to go where it wants and produce what it wants for as long as it wants. And we've got to do nothing less than overthrow the permanent government of the transnational corporations. À Seattle, José Bové est accueilli en vedette. Après avoir mis à sac un McDonald's en France, il est devenu la figure emblématique de la lutte contre la mondialisation et la malbouffe. Avec lui, son camarade François Dufour. On ne peut pas en permanence subir des décisions politiques telles que celles que nous subissons depuis Marrakech, vouloir les libéraliser plus loin et considérer que tout va se passer dans ces buildings remplis de moquettes sans qu'il y ait une réaction de la population. McDonald's is only a symbol. So what we have to say is very clear. That was not an action against American people, but it's an action against an ideology, market trade, free trade ideology. And to finish, we have, because we were not sure we could eat good cheese here, so we bring with us, but not in the same plane, but it would be dangerous, but in another plane, we bring with us some Roquefort cheese, free tax Roquefort cheese. So that's for you. À la veille du sommet, l'OMC tente une opération de séduction. Accusée par les associations de négocier dans le secret, elle les invite à débattre. We're not welcome at the table, and this is no longer acceptable. And I want to say as strongly as I can that I cannot believe you could stand there and say you're going to protect the social programs and the rights of people around the world when you're about to put public education, public health, and social programs on the table. We are not afraid of the unknown. We're afraid of exactly what we know has happened to our countries. But I promise you, we'll be outside tomorrow. Dans la matinée du 30 novembre, des milliers de manifestants convergent vers le centre de Seattle, bien décidés à faire échouer la cérémonie d'ouverture de l'OMC. Tout a été minutieusement préparé depuis plusieurs mois. Les militants bloquent les accès stratégiques. Les forces de police sont débordées.
La cérémonie ne peut pas commencer. La représentante américaine au commerce, qui préside la conférence de Seattle, est bloquée par les manifestants. Excuse the delay. I just wanted to make an announcement that we do intend to go ahead with the opening ceremony. As I can't give you a specific time, but as soon as we can. La cérémonie d'ouverture est finalement annulée. Mais l'intervention musclée de la police permet aux négociateurs d'accéder au centre de conférence, transformé en forteresse assiégée. Le sommet démarre dans une ambiance chaotique. I'll accept a lot of criticism about the WTO and how we should do better for all our members. But what I will not accept is that somehow this is not a democratic organisation. Débordé par les 40 000 manifestants et les violences sporadiques, le maire de Seattle décrète l'état d'urgence et impose le couvre-feu. Les images font le tour du monde. Fantastique, une journée absolument fantastique. Je crois que nous sommes morts tous les deux, mais c'était fabuleux. J'ai reçu un peu de gaz lacrymogène, mais c'est pas grave du tout parce que ce qui m'a impressionné, c'était vraiment cette prise en charge par le peuple de tout cet événement. Le bloc de la conférence, ça c'est historique. On avait vraiment l'impression qu'il se passait quelque chose qui va marquer. L'OMC, ça y est sous contrôle politique. Tout ce qu'il y a derrière, c'est dans la rue, le débat est dans la rue. Et il restera. L'ampleur de la manifestation exacerbe les tensions au sein de l'OMC. Pendant que les États-Unis et l'Union européenne s'affrontent sur le dossier brûlant de l'agriculture, les pays en développement se rebellent pour la première fois. Ils n'acceptent plus d'être tenus à l'écart des négociations décisives. Les ministres se quittent sans se mettre d'accord sur l'agenda du cycle du millénaire. 1 an jour pour jour, après le fiasco de l'AMI, la conférence de Seattle est un échec cuisant. On a déjà changé les termes du débat. On est obligé de nous prendre au sérieux. Nous allons continuer à nous mobiliser. Nous ne savons pas encore ce qu'eux vont faire de leur côté, mais il est certain que l'énergie est là. Ce sont des moments comme ça qui vous donnent l'énergie pour continuer. Il y a beaucoup plus de force derrière et on sait qu'on ne plaisante pas. On est là pour le long terme et on exige des choses. On veut la victoire.